Bon, ben, bonjour à tous. Je vais enchaîner avec un sujet qui me tient à cœur et je suis flattée d'être invitée à ton congrès, Clémence. Merci pour cette invitation. J'apprécie particulièrement ce congrès, notamment grâce à toi, mais grâce à tous les copains qui sont là. Et c'est un moment de retrouvailles. Tes attentions, ta gentillesse font qu'on se sent bien ici avec vous. Donc, quel implant choisir quand on s'apprête à opérer une cataracte et qu'on a un patient glaucomateux, quel implant choisir s'il y a effectivement ce glaucome associé? Cataracte et glaucome, en fait, vous le savez, sont des pathologies fréquentes qui sont liées à l'âge et qui se retrouvent assez régulièrement puisque certaines études rapportent cette association dans un cas sur 4, un cas sur 5. Donc, quand vous opérez quelqu'un de cataracte, il a un certain pourcentage de chances d'avoir un glaucome associé. Il y a des mécanismes physiopathologiques qui font que cette association n'est pas anodine et n'est pas le fruit du hasard. Notamment l'influence des traitements, qu'ils soient médicamenteux ou chirurgicaux, qui peuvent influencer la cataracte. Et l'interférence du cristallin avec le glaucome, c'est l'apanage de tous les glaucomes par fermeture de l'angle, par exemple, ou les glaucomes phacomorphiques. Le glaucome, vous le savez, c'est une atteinte du nerf optique qui est évolutive, qui entraîne une désaltération structurale et fonctionnelle, qui met en jeu la vision dans tous les sens du terme. Et je vous le disais, de temps en temps, on peut avoir des modifications anatomiques qui sont induites justement, qui induisent cette neuropathie optique. La chirurgie de la cataracte chez le patient glaucomateux, c'est un carrefour stratégique qui est vachement intéressant finalement parce que c'est une des rares occasions où on peut redonner de la vision, optimiser la qualité de vie. Donc il ne faut pas s'en priver, quel que soit le stade de la neuropathie optique glaucomateuse. Donc dans un premier temps, on peut obtenir, alors ça c'est pas une vérité biblique, on peut obtenir une baisse de la pression intraoculaire. C'est notamment le cas quand on a un glaucome par fermeture de l'angle ou quand on a une pseudo-exfoliation capsulaire. Néanmoins, assez régulièrement, quand on opère des patients glaucomateux, on peut observer, c'est intéressant de les suivre en post-opératoire de chirurgie de la cataracte parce qu'on peut observer des pics pressionnels qu'il faut savoir anticiper, majorer le traitement hypotonisant oculaire. Assez régulièrement, on a des bonnes surprises, notamment quand le cristallin est énorme et prend du volume dans l'œil. Et c'est là où on a justement des modifications pressionnelles et des modifications anatomiques qui sont intéressantes. Et ça fait partie maintenant de l'arsenal thérapeutique qu'on peut proposer aux patients qui ont des fermetures de l'angle. Quand il y a une petite cataracte associée, il ne faut pas attendre qu'il y ait une baisse de vision très, très importante, à mon sens, avant de proposer la phacoexérèse. Ça a un intérêt aussi en matière de champ visuel, et ça, il y a des études qui nous démontrent que le champ visuel s'améliore après une chirurgie de la cataracte. Le gain d'acuité visuelle est donc avec l'amélioration de la qualité de vie qui peut aller avec. À côté de ça, les techniques chirurgicales en matière de chirurgie de la cataracte avancent, les technologies d'implants avancent également pour répondre à certaines attentes de patients qui sont candidats à une indépendance vis-à-vis de leur correction optique. Et on dit que la chirurgie de la cataracte est devenue réfractive. Ça impose de sélectionner rigoureusement les patients et la question qu'on peut se poser, c'est de savoir si les patients glaucomateux pourraient être candidats à ce type d'implantation. Alors, dans les implants premium, on distingue deux choses différentes, assez radicalement différentes. Les implants toriques qui sont là pour corriger l'astigmatisme, dont les résultats ne sont plus à démontrer. Il faut néanmoins vérifier et prendre quelques précautions, notamment en matière de gestion de la surface oculaire qui peut induire des erreurs, que ce soit en matière de calcul d'implant, mais également en termes de satisfaction post-opératoire. Avoir à l'esprit qu'un patient glaucomateux peut avoir été opéré de chirurgie filtrante antérieurement et donc on peut avoir un retentissement de la bulle de filtration quand c'est une chirurgie filtrante à bulle sur la cornée, donc sur l'astigmatisme. Il faut faire attention à certaines circonstances anatomiques qui sont assez fréquentes en matière de glaucome. C'est les patients qui peuvent avoir des zonules laxes. C'est des patients qui peuvent être myopes forts avec de temps en temps des surprises post-opératoires où l'implant a tourné. C'est pas si rare que ça.
des patients qui ont des laxités zonulaires, je vous le disais, et dont l'implant avec le sac peut se déplacer des années après dans le cadre de la pseudo-exfoliation capsulaire, par exemple. Les fermetures angulaires, on peut avoir des surprises par rapport au positionnement de l'implant en post-opératoire. Quand on opère ces patients, classiquement, il est recommandé de bien laver le produit viscoélastique et faire attention aux hypotonies post-opératoires qui peuvent favoriser la modification de positionnement de l'implant. Pour certains auteurs, en fait, les implants toriques, il faudra faire attention parce que sont susceptibles d'influencer, d'induire une perte en sensibilité au contraste. Faire attention si les patients ont un grand déficit du champ visuel. Faire attention à la perte de la meilleure acuité visuelle corrigée, ça c'est vrai quand on a un glaucome très très avancé, c'est très rare, mais on peut avoir ce qu'on appelle un wipe-out, c'est-à-dire un emport du point de fixation après la chirurgie de la cataracte. Je vous parlais des altérations de la surface oculaire qui peuvent être à l'occasion d'une insatisfaction post-opératoire, mais également d'erreurs au niveau du calcul de l'implant. Le sujet est intéressant par le biais en fait du positionnement des implants multifocaux ou qui prétendent corriger peu ou prou la presbytie chez le patient glaucomateux. Et donc c'est une question qui revient régulièrement et justement Florent me disait juste à l'instant que c'était un sujet de réflexion à venir pour le comité de lutte contre le glaucome et savoir comment est-ce qu'on pouvait proposer ces implants-là. Donc ces implants multifocaux, classiquement, donnent une bonne acuité visuelle, permettent de gagner en indépendance vis-à-vis de la correction lunette, sont classiquement, on leur attribue des éblouissements, des effets photiques qui ne sont pas forcément les premières plaintes des patients, mais ça revient assez régulièrement. Et accessoirement, il y a un intérêt économique démontré puisque l'équipement lunette va être moindre. À notre disposition, en fait, l'arsenal et le panorama des implants disponibles en 2024 s'est vraiment enrichi. Alors, vous le savez, on a classiquement les monofocaux plus qui permettent d'avoir une petite addition, les implants à profondeur de champ qui sont un peu plus prétentieux, mais qui sont quand même, qui ont moins d'effets secondaires que les implants multifocaux, et enfin les multifocaux. Ça repose sur différents moyens d'action, en fait, différentes technologies. Et après, à nous de faire la part des choses et de pouvoir proposer au bon patient le bon implant. Alors, quid en matière de glaucome ? L'association multifocaux et glaucome est largement controversée. D'ailleurs, je pense que si on faisait un sondage, très peu de gens auraient la prétention de mettre un implant multifocal sur un œil glaucomateux. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça induit une perte de la sensibilité au contraste. On a une focalisation réduite des rayons lumineux sur la rétine, des interférences du déficit du champ visuel avec le ressenti du patient et effectivement la survenue de photopsie et d'effets photiques qui peuvent gêner et induire des difficultés en matière de qualité de vie. Il y a aussi la difficulté en matière, je vous en parlais, mais c'est quelque chose qui revient assez régulièrement, de précision du calcul d'implant grâce aux problèmes de la surface, grâce ou à cause des problèmes de la surface oculaire induits par les collyres antiglaucomateux, les problèmes de laxité zonulaire et en mettant en perspective le positionnement effectif de l'implant en post-opératoire, les interférences avec une éventuelle bulle de filtration. Ça peut aussi retentir avec le suivi du glaucome. Il y a un déficit, il faut le savoir, quand on pose un implant multifocal, on a un déficit diffus qui est induit par la technologie même de la multifocalité. Et certains matériaux favorisent le glistening qui peut aussi interférer avec la qualité visuelle d'un patient quelconque qui n'a pas forcément de glaucome, mais a fortiori quand on a un glaucome avec un déficit du champ visuel. Je vous le disais, méfiez-vous des zonules fragiles et des pseudo-exfoliations capsulaires. Pour certains praticiens, en fait, même ça pourrait être une contre-indication à une implantation torique. Ne pas hésiter à mettre un anneau de contention si vous jugez que votre sac n'est pas suffisamment stable. Pratiquer des grands capsulorhexis, ça évite les rétractions saculaires post-opératoires. Voilà.
Après, un problème qui n'est pas résolu, c'est est-ce qu'on met un implant avec un filtre jaune chez le patient glaucomateux? C'est controversé également. Et une petite recommandation aussi, les complications, ça n'arrive pas qu'aux autres. Quand on a une rupture capsulaire, il ne faut pas mettre un implant monobloc dans le sulcus. Il vaut mieux faire sortir les bons vieux implants 3 pièces. Et on a des alternatives à la multifocalité. Et là, je vous mettais un petit cas clinique où la bascule, de temps en temps, ça marche très bien, notamment quand il y a initialement une anisométropie qui est favorable à ce type d'implantation et des patients heureux qui sont équipés en bascule. Donc, si je me résume, le choix de l'implant, si on choisit d'être consensuel et classique, eh ben, on va choisir des implants monofocaux, plus ou moins, en y associant plus ou moins la gestion de l'astigmatisme. La bascule est toujours possible quand on a un glaucome. Et moi, j'avoue que les monofocaux plus, c'est rentré dans ma pratique quotidienne. Je ne sais pas, on pourra en discuter si c'est universel ou pas. Le choix est largement controversé en ce qui concerne les implants multifocaux diffractifs, et notamment si le glaucome n'est pas stabilisé, si le glaucome est avancé ou si on a un glaucome secondaire avec des problèmes anatomiques. Les choix intermédiaires, mais qui restent à être validés, ce sont notamment les implants à profondeur de champ réfractifs. Maintenant, si je me une diapositive de résumé, quand on a un glaucome prépérimétrique ou une hypertonie intraoculaire, tout est permis. Si on a un glaucome débutant, ben là, on peut éventuellement, si le glaucome est stabilisé, on peut éventuellement proposer un implant à profondeur de champ. Si le glaucome commence à être avancé, ben, il faut éliminer tout ce qui est multifocalité. Et en cas de glaucome au stade terminal, ben on ne se pose surtout pas ce genre de questions et on reste très classique avec des implants monofocaux classiques. Je vais arrêter là et vous remercier de votre attention. Voilà. Il reste quelques minutes pour la discussion. Oui, merci Esther. Voilà, s'il y a monsieur, quelques questions, je pense qu'on a encore quelques minutes. Bon, bah, vous avez fait des présentations qui étaient d'abord extrêmement intéressantes, tous. Pour Flora Aptel, donc, alors j'ai 3 questions à poser. Donc, pour Flora Aptel, l'interaction des inserts sur l'endothélium cornéen. Donc, on peut avoir des décompensations endothéliales. Pour Ségolène, donc j'ai apprécié la sagesse que tu avais par rapport à la partie interventionnelle. Donc, je n'ai pas de questions, je partage ton point de vue. Pour Esther, le fait, puisque j'ai entendu que vous alliez avoir une réflexion sur l'indication du glaucome et un plan multifocal diffractif en particulier, je crois que le problème est l'évolutivité ou pas du glaucome. Si on a un petit glaucome traité par un traitement simple, je veux dire qu'il n'évolue pas, on peut discuter. Mais en revanche, si on est dans un glaucome avec des altérations du champ visuel, ça me paraît une ineptie totale de mettre un implant multifocal, quel qu'il soit, que ce soit un diffractif ou un réfractif. Le monofocal plus, comme tu dis, peut se discuter. Pourquoi? Parce que simplement, il y a une densité de lumière beaucoup moins importante par foyer. Et donc, la personne glaucomateuse qui a un glaucome évolué, qui a déjà une perte de sensibilité, sera extrêmement pénalisée, surtout s'il y a une évolution du glaucome. Donc, ça me paraît une ineptie totale de mettre un implant diffractif et multifocal devant un glaucome évolué, enfin qui évolue avec des altérations du champ visuel. Voilà, c'est ce que je voulais simplement. Esther, tu veux commencer? Je suis désolée, je n'ai pas été assez claire. Alors, si tu poses cette question, parce qu'effectivement, quand on a un glaucome évolué ou évolutif, on laisse de côté ces implants multifocaux. Néanmoins, ça correspond à une demande réelle des patients et il faut pouvoir leur répondre. Et c'est pour ça que ce sujet semble important à traiter et à avoir en perspective. Et l'autre pendant, c'est de voir quand même assez régulièrement des implants posés chez des patients glaucomateux avec des glaucomes évolués. Alors, est-ce que nous, on les récupère justement bien après que le glaucome a poursuivi son évolution? Mais c'est suffisamment fréquent pour que je puisse me poser la question de savoir si cette notion de contre-indication de la multifocalité, ou alors certains ophtalmos ou certains chirurgiens de la cataracte ne pensent pas à regarder le nerf optique, parce que c'est vrai qu'on voit très régulièrement des patients avec des glaucomes assez importants équipés en implants multifocaux.
Sur la tolérance endothéliale des implants, alors c'est une très bonne question, hein, ils sont très proches de l'endothélium, et vous savez qu'il y a un implant, le CyPass d'Alcon, qui a été retiré du marché en raison de perte endothéliale. Sur l'iStent ou sur le drain comme le Preserflow, dans les études, il y a quand même un petit peu plus de pertes importantes. Alors généralement, c'est plus de 30% de pertes dans les études, le critère, que dans les bras cataractes seuls. Il n'y a pas d'œdème de cornée, il n'y a pas de baisse d'acuité visuelle, il n'y a pas de patients qui ont eu des greffes, mais c'est vrai que sur des durées 2, 3, 5 ans, il y a un petit peu plus de pertes, et on peut quand même se demander dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, ce que deviendront ces patients. Donc en effet, c'est quelque chose qu'on suit avec attention. Et également, moi, j'avais une question à vous poser. Est-ce que vous mettez systématiquement de la mitomycine dans la chirurgie Alors quand il y a une bulle de invasive? filtration, oui, toujours. Donc les drains Xen, Preserflow, toujours de la mitomycine. Les pontages trabéculaires, non, hein, puisqu'il n'y a pas de filtration transconjonctivale, donc il n'y a pas besoin il n'y a pas de risque de fibrose ou de cicatrisation. Mais dès qu'il y a une filtration transconjonctivale, il faut mettre de la mitomycine. C'est recommandé, hein, d'ailleurs, je pourrais même dire c'est obligatoire. Le taux de succès sans mitomycine serait bien, bien plus faible qu'avec mitomycine. Donc toujours quand il y a une bulle de filtration. Oui. Ou Alice, Alice et puis monsieur après. Désolée. Pour poursuivre sur la question des implants, Esther, merci beaucoup, c'est très clair. Moi, j'ai une petite question sur les monofocaux plus, en fait, voilà, qu'on a tendance à implanter assez facilement depuis quelques années. Et que voilà, moi, j'ai basculé aussi pour les patients glaucomes débutants. Et je trouve qu'en pratique clinique, ils ont une récupération visuelle qui est un petit peu moins bonne. Ils ne sont pas toujours à 10 dixièmes, ils ont une perte de sensibilité par rapport aux monofocaux classiques. Alors, on n'a pas de données encore de la littérature, mais quelle est votre expérience à tous les trois en pratique? Alors les monofocaux plus, c'est rien. Il y a un traitement de la sphéricité à la surface de l'implant. Et ta remarque est tout à fait, enfin, ça rejoint parfaitement ma pratique clinique. En fait, assez régulièrement, on a des acuités visuelles et des plaintes fonctionnelles de patients qu'on n'arrive pas à répertorier. Et je pense qu'effectivement, c'est en rapport avec ces implants-là. Ça reste relativement rare quand même, hein, les acuités visuelles limitées. Et c'est vrai qu'on n'a pas d'études qui démontrent l'innocuité de ces implants, mais en tout cas, il n'y a pas de perte de la sensibilité au contraste, et c'est ce qui me fait penser qu'on est autorisé à les poser chez les patients glaucomateux. Une question. Ah oui, effectivement. Alors, en France, grosso modo, vous avez raison, un remboursé, c'est posé, pas remboursé en France, sauf à faire payer par l'hôpital ou la clinique, enfin l'établissement, mais c'est très difficile. L'iStent est remboursé, combiné à la chirurgie de la cataracte. Il y a une demande en isolé, mais elle n'a pas été acceptée. Le Preserflow est remboursé avec des indications assez larges. Et le Xen d'Abvi, par contre, n'est pas remboursé. Donc, en gros, on voit poser le Preserflow de Santen et l'iStent de Glaucose parce qu'ils sont remboursés. Normalement, l'hydrus d'Alcon, la procédure est quasiment finalisée, devrait, dans les mois qui viennent, être remboursée. Mais effectivement, ça détermine complètement l'usage en pratique de l'implant. Esther? Ouais, question pour Florent. Si j'ai bien suivi donc ta présentation, la chirurgie classique, elle est aussi efficace, mais elle a beaucoup plus de complications. Du coup, quelle est ta place, simplement, quand est-ce que tu opères de chirurgie filtrante classique des patients, simplement? Alors, c'est une bonne question. Alors, des fois, les gens vont plus loin, disent est-ce que ça a remplacé la chirurgie classique et qu'il n'y a plus de place? Non, la réponse, c'est non. Alors, déjà, la trabéculectomie est quand même dans les études un peu plus efficace que les drains. Donc, il y a quand même une différence d'efficacité. Donc, il y a encore une place sur des PIO très élevés, des gens déjà opérés, des formes secondaires difficiles. Il y a encore une place pour la trabéculectomie. Et l'autre raison, c'est que, comme disait Ségolène, la sclérectomie, on en fait aussi. Elle est quand même mieux tolérée. Il y a moins de complications que la trabéculectomie. Et donc, je dirais qu'un opérateur qui fait beaucoup de sclérectomie et qui sait bien les faire, il y a moins de différences de tolérance ou de complications avec les implants. Donc voilà, pour ces deux raisons, je pense que la chirurgie a encore une place. On fait encore des trabéculectomies ou des sclérectomies. En cas de contre-indication, ah oui, tout à fait. Des glaucomes agoniques, des glaucomes du myope fort, des glaucomes qui sur un premier œil ont des complications, soulèvement choroïdien, glaucome malin, etc. Mettre un drain, par exemple, tel que le Preserflow, il y a moins de risques. Donc tout à fait. Voire même après échec de trabéculectomie, il y a des gens, c'est le cas au 15-20 par exemple, Christophe Baudouin notamment, qui pose des drains Preserflow après échec d'une trabéculectomie. Donc oui, tout à fait. Alors, tu dis en reprise en précoce ou sur la durée de vie d'une bulle? Parce que en précoce,
c'est ce que disait Florent. En fait, quand on a beaucoup de sclérectomie profonde et qu'on a une certaine habitude, je les reprends pas pour des complications post-opératoires. Là, on va dire sur des suivis entre... Enfin, à 1 an, j'ai pas de reprise de la bulle elle-même. Mais juste pour rebondir sur l'histoire de la sclérectomie profonde et les coûts selon les pays de remboursement des dispositifs font que on peut pas forcément accéder à une chirurgie mini-invasive et ça garde quand même une place assez importante. Pour le SAIDEL, vous préconisez les lentilles, mais vous faites plus de pansement compressif avec un hypotonisant général? C'est possible, mais moi je le fais pas pour des raisons de suivi dans l'endroit où je travaille. Enfin, un des cabinets où je travaille, c'est un petit peu plus compliqué. On ne sait pas très bien ce que les patients vont faire derrière. La tolérance, je préfère mettre une lentille. Ça dépend vraiment de la configuration. C'est une des techniques. Mais on va dire en termes de suivi après, 1 fois sur 2, ils arrivent. C'est comme en post-opératoire, si le pansement n'était pas correctement fait, ils ne l'ont pas enlevé, il y a une érosion, blablabla. Je préfère mettre une lentille. Pas de retour d'infection sur les lentilles? Non, alors je ne suis pas très favorable globalement aux lentilles. J'essaye d'éviter. Je le fais vraiment sur des petites fuites et vraiment avec un suivi scrupuleux. Et je préfère à la rigueur, moi, c'est ce que j'explique aux internes avec lesquels je travaille, je leur dis des fois mieux vaut reprendre et éviter une infection, et même d'un point de vue médico-légal, plutôt que d'essayer d'être trop fier et de vouloir à tout prix trouver une solution non chirurgicale. J'aurais tendance à être assez modérée. C'est plutôt pour une toute petite fuite et avec un suivi scrupuleux, et vraiment à 48 heures max. Merci. Merci à vous 3 pour cette session très enrichissante. Vraiment merci. On va enchaîner.